Autour de cette table, je tiens à présenter M. Ahmed Abadi, secrétaire général de la Rabita Mohammedia des Ulama. Vous voyez Mohammedia d'où elle vient, je préparais déjà. M. Samir Ben Khlouf, directeur général Microsoft Maroc. Madame Yasmina Rajali, directrice générale de Dell Carnegie Maroc. Et Madame Amina Slaoui, vice-présidente de l'amicale marocaine des handicapés. Youssef, à toi. Merci Noufel. Donc, bienvenue à cette deuxième session, qui est une table ronde dans laquelle on va essayer d'échanger un peu sur le leadership. Alors, le titre de la table ronde, c'est de l'aventure personnelle au service du bien-être collectif. Alors, l'idée, c'est de partir d'éléments, on va dire, qui ont construit le parcours de ce panel qu'on a sélectionné pour vous. En 5 minutes, ils vont nous parler de ce qu'on appelle en anglais ces defining moments. Ces moments difficiles qui ont constitué un genre de point d'inflexion dans leur parcours et qui les ont construits. Alors on a tenu à rassembler ces leaders autour de cette table, surtout parce que les études sur le développement du leadership montrent en fait l'importance d'avoir des modèles de leadership, surtout pour les jeunes leaders. Des personnes à qui on aimerait ressembler. Alors c'est important, parce que cela va déterminer un peu les choix de comportement qu'on va devoir faire. C'est vrai que ces dernières années, j'ai contribué avec Blague et mon mari à créer pas mal d'associations. Mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai été invitée surtout en tant que présidente de l'amicale marocaine des handicapés, que vous connaissez probablement. Et si je devais parler très rapidement de moi, ce qui a été déterminant, bon évidemment c'est mon accident, c'est clair. J'avais 32 ans et je travaillais à la banque à cette époque, j'étais en vacances avec mon mari au Costa Rica. J'ai eu un accident de bicyclette, je suis devenue paraplégique. Et bien entendu, ça a changé ma vie. À partir de là, j'avais deux possibilités, soit de sombrer et de tomber dans la dépression et d'entraîner toute ma famille avec moi, soit de décider de faire différemment et de faire au mieux avec ce que j'avais. Donc la reconstruction a été difficile. C'est pas vraiment un choix, parce que quand je dis un choix, c'est un mensonge. C'est que j'ai un instinct de survie qui est tellement développé que je crois que j'ai même pas réfléchi, que j'ai décidé de choisir plutôt de relever la tête. Et donc du coup je suis rentrée au Maroc après 6 mois de rééducation à l'étranger qui ont été déterminantes parce que c'est ce qui m'a permis de me réintégrer à la vie, puisque c'est là où j'ai réappris à manager mon corps, à apprendre à tout faire, conduire, avoir des loisirs, travailler, voyager, etc. Et en rentrant en mars 2003, j'ai rencontré, parce qu'il n'est pas un hasard, parce que ça devait se faire, le président de l'AMH, c'est Mohamed Khadiri. Et c'était une toute petite association de 3-4 personnes. Et c'est comme ça que je me suis engagée dans cette action qui m'a portée, qui m'a portée dans le sens qui m'a élevée et qui m'a apporté aussi tellement de choses. Mais bon, peut-être on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, merci. Beaucoup se posent la question, comment on développe nos capacités de leadership? Déjà, la définition du leadership, on peut en rencontrer des centaines de la littérature sur le leadership. Si on la définit simplement comme étant peut-être la capacité à mobiliser des gens vers des objectifs, beaucoup se posent la question, comment est-ce qu'on les développe? Est-ce que c'est à portée de nous tous? Je pense qu'un des buts de cet événement aujourd'hui, ou de la plateforme, c'est de mettre le leadership à portée demain. Comme l'a fait signaler Ahmed Abadi lors de notre dernière rencontre, c'est à notre portée à tous et à toutes. Comment on les développe? Alors là, j'ai trouvé une réponse auprès d'un des centres et des instituts les plus réputés au monde de recherche sur le leadership, qui s'appelle le Center for Creative Leadership, justement en North Carolina, et qui a résumé, si vous voulez, les 3 ingrédients nécessaires
à un développement efficace des capacités de leadership, qui doivent se retrouver dans ces expériences qu'on vit. Premièrement, un élément essentiel qui est les challenges, c'est-à-dire des défis, des difficultés qui doivent pousser la personne en dehors de sa zone de confort. Ça peut être des échecs, ça peut être une exposition à la mort, ça peut être de nouvelles responsabilités d'autres personnes, donc des challenges. Numéro 2, du self-assessment, c'est-à-dire ces challenges qui nous bousculent, qui nous poussent en dehors de notre zone de confort, doivent nous inviter à procéder à une introspection, à essayer de nous connaître, de connaître notre monde intérieur, de connaître qui nous sommes, de connaître nos points forts, nos points faibles, et où est-ce qu'on veut évoluer. Et le troisième élément, après le self-assessment, c'est le support. C'est ce support nécessaire d'encouragement qu'on peut retrouver autour de nos proches, autour de nos collègues, qui nous aident à sortir avec les meilleurs apprentissages de ces défis, de ces challenges qui nous ont bousculés pour grandir et développer nos capacités, donc d'influencer, de mobiliser les gens vers les objectifs, à commencer par nous-mêmes. Alors on va faire juste un petit jeu, t'inquiète pas Youssef, ça va durer 30 secondes. En fait, avant que vous arriviez, j'ai fait une petite chose dans la salle. J'ai caché une balle de ping-pong sous une des chaises. Et la personne qui va trouver cette balle sous sa chaise va venir pousser sa zone de confort devant nous. En fait, elle va chanter. Puisque Psa a un petit peu peur, j'ai l'impression de devenir à Mawazine, on va le remplacer. Elle va chanter, mon fils va encore me reprendre si je lui dis Yan Yan Style, c'est ça? Yan Yan Style. Voilà. Regardez si vous n'avez pas cette balle sous votre chaise, allez-y. Il y en a qui ne jouent pas le jeu là. Bien. Top. Vous l'avez? Qui l'a? Bon, je vous ai menti. Il n'y a pas. Je vous ai menti, il n'y a pas de balle de ping-pong, mais je voudrais juste que vous analysiez très rapidement ce que vous avez ressenti. Il y en a qui se sont dit, il y en a d'autres qui se sont dit, pourvu qu'elle soit là, je suis trop fort en Yam Yam Style. C'est ça, être un leader. C'est se dire, j'espère qu'il y a la balle de ping-pong sous la chaise, voire je vais moi la placer. Je pourrais parler aussi d'autres associations, puisque finalement tout se rejoint, tous les thèmes se rejoignent. En 92, il n'y avait rien pour les personnes handicapées au Maroc, et quand on a créé l'association, on était 3-4 personnes, handicapées nous-mêmes. Et pour la première fois, c'était des personnes handicapées qui avaient décidé de se prendre en charge. Auparavant, c'était soit les parents, soit les amis. Et là, c'était des personnes handicapées qui se sont dit, ok, nous, on sait ce qu'on veut pour nous. Puisqu'on sait ce qu'on veut, ben, on va se prendre en charge. Et 20 ans après, l'AMH, c'est 25 000 adhérents. C'est un centre de rééducation qui fait à peu près 22 millions de chiffres d'affaires par an, qui emploie 200 personnes, qui reçoit en ambulatoire à peu près 1300 personnes par an, en hospitalisation 200 personnes, on a 90, on a 200 employés, comme je vous le disais tout à l'heure, on est beaucoup dans le plaidoyer, on est dans l'octroi d'aide technique, on assiste les personnes pour l'insertion à l'école, pour l'insertion à l'emploi. C'est pas toujours facile, mais aujourd'hui on est devenu, plus qu'une association, on est devenu vraiment un élément incontournable du paysage associatif marocain, dans la mesure où on remplit d'abord je le dis clairement, un besoin en santé publique au niveau de la rééducation. Nous on a fait ce centre, on pensait qu'il allait qu'on allait être un modèle, et l'État allait prendre cette expérience comme modèle, on n'en a rien fait. Mais ce qui ne nous empêche pas à nous de nous projeter dans l'avenir en nous disant ok, puisque c'est comme ça, on va continuer. Au lieu de rester une association avec un centre, on va en faire plusieurs au Maroc. On va continuer à faire du plaidoyer, on va continuer à œuvrer pour changer les lois, pour que les personnes handicapées ne soient plus marginalisées dans ce pays. Et donc aujourd'hui, on est en train de s'orienter, on n'est plus une association caritative, dans le sens où on pense charité, faire du bien. Évidemment, on est dans la proximité,
on est dans le caring plutôt, mais aujourd'hui on se situe plutôt comme étant une entreprise sociale, c'est-à-dire qui fonctionne comme une entreprise, mais pour un but collectif, pour le bien-être collectif. Alors qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé en 20 ans à ces résultats? C'est que d'abord, ça part toujours d'un rêve. Nous, Simone Pradini et moi-même avons eu la chance d'avoir été rééduqués à l'étranger, et on se disait c'est pas normal que les gens qui ont les moyens ou qui sont pris en charge par la société puissent aller en France ou ailleurs pour se faire rééduquer, qu'au Maroc, les Marocains, ben, ils meurent, parce que sans rééducation, clairement, on meurt. Une escarre devient une septicémie, une infection urinaire, une mauvaise prise en charge, et la personne paraplégique ou tétraplégique, elle meurt très rapidement. Et d'ailleurs, on s'était amusé à faire le compte des personnes qu'on connaissait en fauteuil il y a 20 ans. À nous deux, on n'était pas arrivé à plus de 10 personnes. Donc on s'est dit, première chose, créer un centre de rééducation, faire un centre pour que les Marocains qui ont des accidents, qui sont malades, qui sont handicapés, puissent apprendre à vivre avec leur handicap. Ça, c'est fondamental. Une fois rééduqués, je le dis, et je crois que je suis un modèle de ça, on est complètement intégré. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des enfants après mon handicap, j'ai continué à travailler, je voyage toute seule, enfin je fais tout toute seule, je monte à cheval, je nage, je veux dire, il n'y a aucune différence. Le handicap, dans la perception des autres, c'est vraiment quelque chose de waouh, c'est terrible. Être en fauteuil, c'est la fin du monde. Ben, je vous rassure tout de suite, c'est pas le cas. Hein. Je peux vous dire que de là, moi je suis très heureuse. Et l'idée, c'était justement, ce rêve, c'était de pouvoir permettre à d'autres de pouvoir continuer à avoir une vie normale. La différence entre vous et moi, c'est que moi je roule et que vous marchez. Mais en dehors de ça, je vous assure qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Troisième chose que je voulais vous dire, c'est ne pas attendre de reconnaissance. Alors ça, c'est le Khadiri qui me l'avait dit quand j'étais arrivée à l'association. Il m'a dit, écoute, on fait les choses fisabilillah et surtout, n'attends pas de reconnaissance. Parce que si on est en attente de quelque chose, eh ben, on est très souvent déçu. Donc, rien attendre du tout, faire ce qu'il y a à faire. S'il y a des résultats, c'est très bien. Et s'il n'y a pas de résultats, ben, écoutez, moi je vous dis après tout, on fait ce qu'on peut. Et puis, on ne va pas se rendre malade non plus si on n'arrive pas. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui ose rêver, c'est quelqu'un qui ose prendre de grandes initiatives, et c'est quelqu'un qui a ce pouvoir de contamination positive. Merci. Parce que finalement, on est là, j'espère, tous ensemble, avec le souci de contribuer à promouvoir l'émergence d'une nouvelle génération de leaders porteurs de ces valeurs universelles qu'on a mentionnées, de respect, d'honnêteté, d'équité, de compassion. Et donc, si vous voulez convaincre des gens, à mon avis, il faut qu'ils puissent vous faire confiance. Et on vient à la partie chère à Youssef, qui est le leadership éthique. C'est important, l'arrivée est importante, la médaille. Mais si justement vous manipulez les gens, si vous vous dopez, eh bien vous n'arriverez pas à convaincre les gens tout le temps. Vous arriverez à les manipuler une fois, mais pas plus. Donc, à mon avis, créez la confiance. Une fois que la personne vous fait confiance, vous arriverez à la convaincre. Ne tombez pas dans le piège de dire « je veux arriver par n'importe quel moyen ». Le chemin est aussi important que l'arrivée. Et vous n'avez pas besoin pour ça d'être un leader comme on le voit dans les films. Vous avez besoin juste d'être vous-même et de vous rendre compte que ce que vous êtes, c'est bien. Je crois qu'il faut inspirer. Et l'inspiration, ça va être de l'intérieur. Quand vous arrivez à inspirer les autres, parce que vous êtes un modèle, je parle de manière générale, que c'est un modèle, et là, je pense que vraiment, c'est là où les capacités naturelles, les ressources que chacun d'entre nous avons, peuvent vraiment s'épanouir. Convaincre, je ne crois pas que ce soit vraiment le terme, parce que dans le terme de convaincre, c'est vraiment y aller avec une sorte de force alors qu'en fait, il faut inspirer, inspirer quelque chose aux gens.
comme je disais tout à l'heure, énormément de persévérance, parce que rien n'est facile. De toute façon, rien n'est facile. Donc si à chaque premier obstacle, on baisse les bras, ça ne sert à rien. Et plus on s'engage, et plus on surmonte les obstacles, et plus on acquiert une certaine maturité, une certaine force, qui font qu'on devient beaucoup plus ancré et beaucoup moins inébranlable. Donc c'est tout ça l'engagement. C'est pas simplement se dire ok, je m'engage dans une cause ou je vais m'engager dans mon travail, et puis c'est vraiment se dire c'est une question de temps et de durée et de patience. Mais au bout de ça, que de satisfaction. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand on sent où on voit les réalisations, quand on est engagé, vraiment, et quand on voit tous les gens qu'on motive derrière ou qu'on inspire, justement, qui viennent grossir les rangs et qui font qu'on devient une force, et bien finalement, ça fait partie de soi. À la fin, l'engagement, c'est quelque chose qui fait partie de soi. Mais pas laisser tomber